Firefox de Clint Eastwood de 1982. Est-ce que c'est bon? Je l'ai réécouté, je pense, il y a 2 jours. C'est un film que j'aime réécouter assez régulièrement. Là, ça faisait peut-être 4-5 ans. Je l'ai écouté souvent quand j'étais petit. J'ai toujours aimé ça. Mais je l'ai réécouté cette semaine, puis je me suis rendu compte que, en vérité, j'avais carrément sous-estimé à quel point ce film-là est prodigieusement excellent. Donc aujourd'hui, je vais vous dire toutes les nombreuses... j'ai mis 7 raisons en vérité, là, mais j'en ai pour un bout. Là. Les raisons pour lesquelles c'est bon, il y en a beaucoup. Ça fait que installez-vous confortablement dans votre fauteuil de la guerre froide. Là. C'est un film de guerre froide. Là. Donc voilà. Et puis, je vais vous dire pourquoi c'est bon. Puis je vais aussi vous mentionner à la fin de la vidéo, j'étais curieux, j'ai regardé qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est exactement Firefox? Pourquoi les Russes appelleraient peut-être un avion comme ça? Bon, etc. Fait que je vous dirai tout ça. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, c'est un film de Clint Eastwood de sa grande époque. Alors, moi je dirais environ de 1973, où Clint Eastwood signe High Plains Drifter, là, que j'adore. Ça, c'est pas mal dans le chef-d'œuvre du western, à Unforgiven, autre chef-d'œuvre de western de, je pense, 89. Là, ben c'est ça, il y a une période d'environ une quinzaine d'années où est-ce que Clint Eastwood, qui était déjà un acteur emblématique et qui très souvent joue dans ses propres films, puis qui est complètement iconique, ben en même temps signe une série de films, il en fait beaucoup, là, quasiment un par année, là, puis qui sont en même temps une mise en valeur de son personnage, justement emblématique, iconique, mais qui sont aussi une déconstruction là, du héros américain, puis tout ça, fait que c'est un des éléments que j'ai mentionné tantôt, puis c'est aussi, avant tout, fondamentalement, des prodigieusement bons films, là. Ce sont d'excellents films. Puis, comme je mentionnais tantôt, c'est un réalisateur, je crois, vraiment sous-estimé, en fait. Tout le monde sait qu'il est bon. Tout le monde aime ses films, règle générale, certainement les films de cette période-là. Mais c'est ça, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point il est vraiment bon, en fait, Clint Eastwood. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est ça, vous le savez peut-être, probablement, c'est une histoire d'espionnage de guerre froide. Alors, l'idée, c'est que les Soviétiques ont inventé un avion de chasse, le MiG-31, et cet avion, il est invisible parce qu'il va tellement vite, il va à 6 fois la vitesse du son, là, le mur du son, le Mach 6. Là. Donc, il est invisible au radar et il est capable de porter une charge nucléaire. Et en plus de ça, il y a un paquet d'autres trucs, là, il n'y a rien que ça ne fait pas. Là, je veux dire, ça fait votre vaisselle, cet avion-là. Il n'y a rien qui ne fait pas. Ça garde vos enfants, ça fait vos impôts. Et ça a un système, le MiG-31 a un système d'armement contrôlé par la pensée, là, la télépathie. Mais la seule astuce, c'est qu'il faut penser en russe, parce que c'est un avion russe, et ça veut dire qu'il envoie les missiles très rapidement. Là. Je veux dire, c'est vraiment une machine incroyable là, dans cet avion-là. Et ben, les Américains, évidemment, ça les inquiète un tout petit peu, mais c'est qu'ils décident que la seule manière qu'ils ont d'éviter le pire avec cet avion, c'est de le voler. Et puis, ils ont un petit problème, c'est qu'ils ont, dans toute leur équipe, là, dans tous leurs pilotes, il y a une seule personne dans l'Amérique et le Commonwealth, la Grande-Bretagne. Je veux dire, il y a une personne vraiment qui est capable de piloter cet avion-là. Il s'appelle comme Marshall Grant, je crois. Il est joué par Clint Eastwood. Lui serait parfait parce que, ben, déjà en partant, il parle russe couramment. Sa mère était russe. Il a grandi bilingue anglais et russe. Alors en partant, ça aide. Mais en plus de ça, c'était un pilote et c'était leur expert sur les avions soviétiques. Là. Donc, il sait comment les piloter, il sait comment les recruter. C'est ça. Son domaine d'expertise, un excellent pilote et par surcroît, qui connaît les particularités des avions soviétiques. Le seul problème, ben, il y en a deux. Il y en a un, c'est facile, c'est bon. Il a démissionné, en fait, il est rendu qu'il vit tout seul dans le bois, mais ça, c'est facile, ils ont juste à lui dire... on t'engage, t'as pas le choix, autrement ta vie va être un enfer sur Terre pendant les 4 prochaines années. Ce qu'il lui dit, c'est donc il accepte. Mais l'autre problème, ça c'est le vrai problème, c'est qu'il est, comme on dit, traumatisé par la guerre du Vietnam. Il est traumatisé grave, là, vraiment grave.
Et ça lui prend à n'importe quel moment, ça lui prend, aussitôt qu'il y a, mettons, un bruit qui ressemble à un hélicoptère, il est susceptible de tomber dans une sorte de semi-psychose, de perdre complètement tout contrôle de lui-même. Puis c'est ça, ça peut lui prendre à n'importe quel moment. Alors, mais ils n'ont pas le choix, c'est lui ou personne, et ils veulent cet avion. Alors, ils l'envoient en mission en Russie, où il y a des dissidents, un certain nombre d'équipes de dissidents qui vont l'aider sur place. Et c'est ça, alors sa mission, elle est très simple, il va se faire passer pour un vendeur d'héroïne, il y a des raisons. Alors, il va se déguiser en vendeur d'héroïne, et il va traverser la Russie, pourchassé par le KGB et l'armée rouge, et il va pénétrer dans la base militaire soviétique la plus protégée de l'URSS, et il va en ressortir avec cet avion de chasse en espérant que que toute la flotte aérienne de l'URSS ne le poursuive pas. Et c'est rien que ça. C'est ça. Rentre en URSS en tant que vendeur d'héroïne, traverse ça plus ou moins à pied et on ressort en volant l'avion de chasse. C'est pas une mince affaire, mais c'est ça qu'il va tenter de faire malgré ses graves problèmes. Et ce qui va y arriver, comme toujours, une seule manière de le savoir, c'est d'écouter ou de réécouter Firefox. Est-ce qu'il va réussir à voler le MiG-31 qui est surnommé le Firefox? Oui, voilà, le renard de feu. Voilà, fait que comme j'ai mentionné, c'est incroyable à quel point c'est bon ce film. Alors je vais commencer en partant par le truc qui me revient tout le temps en tête quand je pense à ce film-là, et c'est son début. Donc le début, c'est une séquence de 4 minutes essentiellement, sans dialogue, où Clint Eastwood, on ne sait rien de son personnage à ce moment-là, mais il fait du jogging en quelque part en Alaska, genre, là, dans loin, OK? Il y a des sapins, il y a un lac, puis quelque part là-dedans, il y a son chalet, puis ça, c'est chez eux. Il n'y a personne à 200 000, 200 km à la ronde, mais pendant qu'il fait son jogging, il y a un hélicoptère militaire qui se met à le poursuivre. Ça fait très Hitchcock, en fait. C'est ça, il se fait poursuivre par l'hélicoptère, alors finalement, il court de toutes ses forces chez lui, il sort sa mitraillette, et là, les militaires débarquent, et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ce n'est qu'après ça qu'on commence à nous expliquer que non, OK, c'est l'armée qui est venue le recruter, comme je disais tantôt, et la raison pour laquelle il réagit comme ça, c'est parce qu'il y a des Christy de problème dans la tête. Là. Il va pas bien du tout, là, le personnage de Clint Eastwood. Là, okay? Puis c'est vraiment intéressant parce qu'on voit le traumatisme. J'en reparlerai tantôt parce qu'on va parler un petit peu de la guerre froide puis tout ça. Puis l'événement qui provoque son traumatisme, là, c'est un peu cliché, les grandes lignes là, du traumatisme de la guerre du Vietnam, mais en même temps, j'ai trouvé ça assez nuancé, en fait, assez intéressant. J'en reparle dans un instant. Toujours est-il que, là, je dis cette introduction-là, je mentionnais à quel point que Clint Eastwood est un excellent réalisateur. Déjà, toute cette séquence-là, si vous vous essayez, là, okay, devant votre écran, puis que vous regardez qu'est-ce que Eastwood fait, puis les mouvements de caméra. Puis l'idée avec les mouvements de caméra, c'est que souvent, c'est tape à l'œil. Fait quand on cherche une qualité pour un réalisateur, des fois, on a tendance à dire « Ah oui, Brian De Palma et ses mouvements de caméra. » Mais c'est pas toujours une qualité, ça, quand on remarque les mouvements de caméra. Parce que moi, je trouve souvent que les meilleurs mouvements de caméra, ce sont ceux qui transmettent une émotion, qui ont une fonction narrative. Parce que le vrai métier du réalisateur, c'est ça, c'est te raconter l'histoire visuellement, puis te faire ressentir les émotions de cette histoire-là, mais encore une fois, à travers le médium visuel du cinéma. Et parmi les outils dans ta boîte à outils comme réalisateur, tu as les mouvements de caméra, mais c'est ça, il faut que ça soit au service de cette narration puis de ces émotions-là. Dans cette séquence-là, vous pouvez prendre juste le 4 minutes d'introduction de l'hélicoptère qui pourchasse Clint Eastwood puis tout ça, puis vous allez avoir carrément une classe de maître de exactement comment faire ça. Puis comment tourner une scène d'action aussi, ce que pas tout le monde est capable de faire. Il y en a bien des excellents réalisateurs qui sont pas très bons, en vérité, pour réaliser des scènes d'action. Il y a des James Bond, des fois, dans les plus récents, où on voit des fois que c'est
c'est un peu ordinaire. Ça fait que, tu sais, c'est ça, c'est une compétence en soi de réaliser des films d'action. C'est pas donné à tout le monde. Clint Eastwood, il l'a complètement. Puis c'est ça, la manière dont ces mouvements-là s'enchaînent les uns à travers les autres, puis le cadrage, puis etc. Un cadrage souvent qui est très créatif, là, il y a un plan, par exemple, où est-ce que, justement, chez lui, bon, on met la caméra légèrement en hauteur pour voir en plongée, là, où est-ce qu'on voit Clint, puis les militaires, puis tout ça, mais on voit aussi les poutres là, qui soutiennent le toit. C'est une maison genre de chalet un peu, là, genre de campagne. C'est les poutres qui soutiennent le toit, là, etc. Là. Fait que c'est, tu sais, bon, ben, ouais, quand tu as un directeur photo qui connaît bien son métier, il y a des bonnes chances qu'il te suggère ça, mais n'empêche que c'est une super belle composition, puis tout le film est comme ça. Alors, au niveau visuel, puis au niveau suspense, etc., là, on est vraiment choyé, encore. On sous-estime vraiment à quel point c'est bon. Mais là, j'ai mentionné l'aspect suspense, puis vraiment, mon premier gros point, c'est ça. C'est ce qui est étonnant avec ce film-là, puis j'avais oublié à quel point c'était ça. C'est que c'est vraiment une excellente histoire d'espionnage. Puis c'est vraiment hyper cool parce que notre espion principal, le personnage de Clint, il est incompétent comme espion. En fait, c'est pratiquement le pire gars que tu pourrais imaginer. C'est le pire gars que tu pourrais trouver pour faire l'espion que tu envoies en mission semi-suicide en URSS. Là, okay? Il l'a pas du tout. Puis c'est vraiment hyper cool en passant, parce que justement, peut-être que j'en reparlerai tantôt, parce que c'est aussi une des qualités du personnage. Ben, il y a souvent la dichotomie chez les personnages de Clint Eastwood, où est-ce qu'ils sont à la fois vertueux et horribles, etc. Bon, c'est ça, il est toujours en train de jouer sur sa légende, comme je le mentionnais. Puis ici, le truc qui est cool, c'est qu'il est ultra au-delà de compétent. Le personnage de Clint, parce que oui, il parle très bien russe, etc., puis comme pilote, etc., toutes ces choses-là, il est ultra compétent. Mais en même temps, comme espion, il l'a vraiment, mais vraiment pas du tout. Il n'y a pas les nerfs pour ça, il n'y a pas l'intelligence pour ça. Il se met dans le trouble plusieurs fois, un gros trouble. Puis aussi, il n'y a pas les... Il n'anticipe pas, il ne sait pas à l'avance, avant de le commencer, à quel point c'est sordide comme mission, en fait. C'est quelque chose qu'il va découvrir au fur et à mesure. Fait qu'au niveau espionnage, l'histoire, ce qui est vraiment cool en partant, juste comme spectateur, c'est, OK, ça n'arrête jamais, essentiellement. Un coup qui est... Bon, la mission commence au début, il y a un 10 minutes d'exposition qui est très bien... c'est très bien ficelé, en fait, là, puis ça, peut-être que j'en reparle tantôt, mais bon, mais un coup qu'on commence dans vraiment l'intrigue, OK, voici ton costume, voici la fausse moustache, voici, il faut que tu apprennes absolument par cœur tous les détails de la vie de ce gars-là, voici le passeport, tous les trucs d'espionnage, un peu à la John Le Carré, puis il y a un peu de cette saveur-là, hein, John Le Carré, ou tu sais, Smiley's People, Tinker, Tailor, Soldier Spy, il y a un petit peu de cette saveur-là, ce genre de trucs-là, mais c'est ça, un coup qui commence dans sa mission, ben là, à toutes les fois qu'on pense qu'il commence à être un petit peu dans sa zone de confort, ça revire sur un dissous, puis c'est ça, le plan, il ne connaît que la surface du plan, les grandes lignes du plan, mais le plan se transforme continuellement. Il y a des meurtres, il y a du monde qui sait, il y a des gens qui se font tuer, il y a bon, tout ce que vous pouvez imaginer, de revirements, puis de coups fourrés, puis de sales trucs, puis c'est ça, l'espionnage, ce n'est pas du tout noble et cool, là. C'est ça me fait penser aussi à The Good Shepherd, je pense que ça s'appelle, un film de Robert, je pense que c'est carrément Robert De Niro qui le réalise, je suis pas certain, il joue dedans en tout cas, ça c'est certain, c'est sur la naissance du FBI, ça aussi c'est vraiment un très bon film d'espionnage sur la guerre froide, et c'est précisément l'idée de ce film-là de dire que ce n'est pas cool, là. Okay? On se dit qu'on est les héros dans cette histoire-là, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas de héros là, dans la guerre froide au niveau espionnage. Là, tout le monde est une raclure. C'est ça le truc. Fait que lui, il se trouve, le personnage de Eastwood, donc en Firefox, il se trouve mélangé là-dedans. Puis il y a un suspense qui s'installe essentiellement dès les premiers plans avec cette histoire d'hélicoptère-là. À partir de ce moment-là, il n'arrête jamais le suspense. Il est toujours en train de se produire quelque chose. Puis à toutes les fois qu'on croit là, qu'on atteint une sorte de plateau ou de palier de sécurité,
Le film nous donne un coup de pied dans les reins, quelque chose comme ça, nous donne un coup de karaté à la Shatner sur la nuque, là, puis un revirement total et spectaculaire, puis ça chie, comme on dit, là, excusez le gros mot. Puis je finis sur ce détail-là, mais sur l'atmosphère de suspense, etc., qui est vraiment à couper au couteau, ben ça suit par ailleurs en quelque part la fameuse formule de Lester Dent. Alors, comme vous le savez peut-être, je suis en train d'écrire un roman, un livre d'essai aussi, mais là, présentement, je mets l'accent sur le roman, puis c'est un roman de fantasy, puis je me base sur Michael Moorcock, que j'aime beaucoup. Puis un des conseils qu'il donnait, Moorcock, c'est de suivre la formule de Lester Dent, que j'ai à peu de choses près, essentiellement reconnu dans Firefox. L'essentiel du truc, c'est ça. Puis qu'est-ce que c'est? C'est tu commences avec ton personnage dans le trouble. Et c'est pour une nouvelle de 6000 pages, à toutes les 1500 pages, tu genre décuples le trouble dans lequel ton personnage se trouve. Fait que t'es tout le temps en train de prendre ton personnage principal et de le faire passer de Caribe en Scylla en Godzilla, là, si vous voyez ce que je veux dire. Ça rempire tout le temps catastrophiquement, puis c'est vraiment ça qu'on a là-dedans. Alors, plus que ça avance, pire que c'est. Puis là c'est vrai que je finis sur le détail de la guerre froide, mais bon, les personnages qui le suivent, les soviétiques, là, les agents soviétiques, ils sont brillants. Les agents du KGB, les généraux, tout ça. Fait que puis on est en train de suivre en parallèle non seulement la mission de Clint Eastwood, puis des dissidents qu'il a avec lui, mais aussi de la police secrète soviétique, puis de l'armée soviétique, les généraux, puis qui sont tout le temps en train de dire, il me semble qu'il se passe quelque chose de bizarre ici. Puis on suit essentiellement un détective. C'est un général, mais c'est une histoire d'enquête, en fait, où les Soviétiques sont autant les héros d'un certain point de vue que le personnage de Eastwood. Là, ils sont intelligents, ils sont... Bon, il y en a une couple... Ouais, ils torturent un gars puis ils le butent à un moment donné. Mais c'est pas du tout manichéen. Puis tout le point de vue sur la guerre froide qui est mis de l'avant est, somme toute, entre plutôt et étonnamment nuancé, je dirais. Tu sais, j'ai mentionné, je vais le dire ici, le truc de Vietnam. Alors, le principe, c'est qu'il est traumatisé, Eastwood, parce il était pilote de guerre, pilote de chasse pendant la guerre du Vietnam, et son avion est abattu, il est obligé de parachuter, il se fait capturer par les Viet Cong, et ils le mettent dans les fameuses cages en bambou, sont en train de le malmener, quand soudain, parce qu'on se dit, c'est pour ça, là, c'est quoi, Deer Hunter, là, ça fait un petit peu Deer Hunter, fait qu'on se dit, oui, on sait bien, c'est un film américain, les Américains sont des victimes, des méchants Viet Cong, mais pas du tout, en fait. Il y a un élément de ça dans son traumatisme, mais ce qui le traumatise vraiment, M. Grant, c'est qu'il voit une petite fille vietnamienne pendant qu'il est dans sa cage. Tout ça se passe très rapidement. Là, puis il voit la petite fille vietnamienne qui le regarde et elle se retourne et les Américains laissent tomber du napalm sur les lieux et sur la petite fille. Et c'est ça son traumatisme, en fait. Là. Il est libéré, mais c'est parce qu'ils ont fait tomber du napalm sur le site. Je ne sais pas pourquoi lui a survécu, là, parce que ça brûle un petit peu, est-ce que j'ai cru comprendre. Mais ce qui l'a vraiment brisé, M. Eastwood, c'est pas tant sa capture que, quoique ça n'a pas aidé, là, que cette histoire de voir la petite fille mourir. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, parce que souvent, quand on nous parle, particulièrement là, depuis 20 ans, depuis la guerre en Afghanistan, là, les Américains, quand ils nous parlent des traumatismes des soldats, ils nous en parlent beaucoup, le PTSD chez les soldats, puis je suis bien d'accord, moi, que c'est bien terrible et que c'est bien triste, là, mais la partie qu'ils nous disent tout le temps, c'est à quel point c'est terrible parce qu'ils ont vu leurs amis mourir. Puis je sais bien, je suis bien d'accord, moi, que c'est terrible, là, mais moi, j'en ai connu un soldat qui est allé en Afghanistan. Puis lui, ce qui le dérangeait, c'est pas ça, voyez-vous. Ce qui le dérangeait, c'est pas ce qu'on lui avait fait à lui, c'est ce que lui avait fait, voyez-vous. Puis ça, c'est la partie du choc post-traumatique là, qu'ils ne disent pas dans
les beaux reportages. Puis c'est pas tous les films, les reportages américains, des fois, non, c'est ça. Parce qu'il n'y en a pas de crime américain, ça n'existe pas, hein, parce que c'est les héros. Mais dans leurs films, ça se voit, ça, des fois, certainement. Puis toute la période des films de Vietnam un peu révisionnistes. Là, révisionnistes précisément dans le sens où ils prennent compte du fait que l'Amérique n'a pas forcément eu le beau rôle au Vietnam. Bon, on the 4th of July, il y a de ça, Brian De Palma, j'oublie le nom, là, mais son film là, avec Michael J. Fox et tout ça. Fait que, ouais, tu sais, Platoon, il y en a beaucoup, là, finalement, de ces films-là, certainement du Vietnam, à cette époque-là, qui mentionnent le lourd prix que la conscience de ces soldats a apporté à cause, suite aux crimes qu'eux ont commis. Ça fait qu'il y a un élément de ça, là, c'est pas lui qui l'a fait tomber les bombes, quoique c'est un pilote de chasse, ça fait qu'il en fait tomber du napalm sur des Vietnamiens. Là. Peut-être que c'est ça justement qui l'a dérangé. Mais c'est vraiment intéressant de voir que, ben, justement, au niveau guerre froide, là, puis là je mets Vietnam puis guerre froide un peu dans le... Il y a des nuances parce que c'est une guerre pas froide, la guerre du Vietnam, mais ça fait partie de la guerre froide. C'est un moment qui déboulonne, justement. C'est un discours dans le film qui dit que, ouais, on dit qu'on est les héros, puis tout ça, la vertu, etc., mais il y a des vraies conséquences, là, puis c'est pas vrai, là, que, c'est Mickey Mouse d'un côté, puis, l'Antéchrist de l'autre, là, c'est juste pas vrai, là, OK? Puis, tu sais, Clint Eastwood, dans la vraie vie, c'est bien connu, il est atrocement réactionnaire, là, c'est carrément presque une caricature de réactionnaire, mais dans ses films, il y a toujours ça. Puis je trouve ça vraiment fascinant, en fait, de voir que il y a vraiment de la nuance dans ces films, puis sur des questions politiques. Puis là, je passe à mon autre point par rapport aux innombrables qualités du film, mais je mentionnerai au passage que si vous regardez des films soviétiques, je m'en suis tapé pas mal là, ces derniers temps. Ben, c'est souvent comme ça, en fait. Si vous regardez, ouais, on dit la propagande dans les films soviétiques, là, puis il y en a, OK? Mais pas que la manière qu'on pense. Et la manière dont ils vont présenter la guerre froide, par exemple, ou la lutte contre l'Est et l'Ouest, c'est souvent plus proche de ça, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de nuances dans les films soviétiques qu'on croit qu'il y en a. Là. Puis encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas de propagande ou tout ça, là, mais c'est un autre sujet, là, mais c'est plutôt de la propagande par omission, souvent. C'est plutôt parce qu'ils ne mentionnent pas que oui, on a envahi la Hongrie ou la Tchécoslovaquie, oui, il y a eu les pogroms ou que sais-je, là, ils ne mentionnent pas ça, ils ne mentionnent pas trop les purges souvent, genre, OK, mais c'est pas vrai qu'ils sont tout le temps en train de faire des discours dans les films soviétiques à l'effet que, bref, c'est un sujet pour un autre jour, mais c'est pour dire que j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire entre la manière plutôt nuancée, finalement, de ce que moi j'ai vu du discours sur, genre, par exemple, la guerre froide dans les films soviétiques, puis dans The Mediator, dont j'ai parlé sur bref, checkez si vous êtes curieux, là, j'en parle là-dedans. Mais c'est ça, le ton étonnamment nuancé, finalement, du discours sur la guerre froide dans les films soviétiques. Bon, on a ça, finalement, dans Firefox, puis on est en plein dans l'époque Rambo, là. Hein? Ça fait que c'était vraiment intéressant. Fait que, ouais. Donc, première raison, c'est un suspense extraordinairement bon, une histoire d'espionnage absolument fantastique, à couper le souffle, hyper cool, etc., etc. Puis, avec un discours, en plus, finalement, politique plutôt nuancé. Là. Ça fait que c'est malade mental. Puis ça, c'est rien qu'une qualité. Je vais aller vite pour le reste, parce qu'autrement, j'en ai pour 14 jours. Ouais, le personnage de Mitchell Grant, ben, j'en ai parlé. Ça, c'est le personnage de Eastwood. Ben, c'est justement l'intérêt, c'est qu'il est à la fois extrêmement puissant et compétent, et aussi, en même temps, hyper vulnérable. Okay? Il est à la fois super compétent et complètement incompétent. Puis j'ai vraiment apprécié ça, parce que c'est comme une manière complètement différente d'aborder l'idée même de personnage principal dans un film. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on a en tête quand on pense à un personnage de film? Ben, on pense le fameux voyage du Hero's Journey, là, le voyage du héros, le truc de Joseph Campbell, bon, etc. Luke Skywalker commence, il n'est qu'un simple fermier, il va affronter une série d'épreuves, il va avoir des expériences initiatiques, et à la fin, c'est un Jedi hyper puissant. Bon, OK. Mais là-dedans, c'est pas du tout ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas de croissance.
Puis ça, c'est hallucinant. Puis ce qu'on a, c'est un gars qui est très doué, mais aussi il se fait mettre dans une situation pas possible, qu'il va trouver extrêmement éprouvante, où il veut pas être. Puis la satisfaction, c'est de le voir traverser ces épreuves-là. C'est un mélange de ça, puis de juste les moments où est-ce que, non, là, il est compétent. Il y a ça le truc, c'est que il paranoïe, il fait foirer des missions, bon, etc., etc. Il fait vraiment des bourdes là, colossales. Mais quand il vient le temps, tu sais, à un moment donné, un des espions lui dit dites-moi, Grant, êtes-vous vraiment capable de piloter cet avion? Parce que les espions meurent à gauche puis à droite. Là, les dissidents, ils se font buter l'un après l'autre. C'est une hécatombe. Je veux dire, ils ruinent un paquet de vies. Là. Il y a un paquet de vies qui sont ruinées dans ce film-là. Puis on le voit dans le film. Pour que Mitchell Grant puisse voler le MiG-31. Puis fait qu'un des gars lui dit à un moment donné, écoute, là, t'es-tu vraiment certain, t'es-tu vraiment capable de piloter cet avion-là? Parce que, tu sais, puis Eastwood dit, ouais, je peux piloter l'avion. Genre, tu sais, yeah, I can drive that plane. I can pilot that plane. Parce que là-dessus, il n'y a aucun doute, OK? Puis, tu sais, il y a quelque chose de... Le personnage de Western, c'est un peu la quintessence de la version non toxique du mâle alpha. Okay? Moi, j'aime pas le concept de mâle alpha. Je pense que c'est n'importe quoi, c'est débile. Okay? Parce que c'est basé sur les loups, puis le principe, mais c'est n'importe quoi. C'est une légende urbaine. Okay? Mais les qualités qu'on identifie à l'idée du mâle alpha, là, okay? C'est que c'est l'idée d'avoir confiance en soi, puis de leadership, puis tous ces genres de qualités-là. Puis encore une fois, dans le discours, genre, on va dire masculiniste là-dessus, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Là. Mais encore une fois, sujet pour un autre jour. Mais ce qu'on a là-dedans, c'est, je pense, la qualité qu'on essaie d'aller chercher dans ce discours-là. Puis c'est un homme qui a développé une compétence et qui a confiance en lui sur cette compétence-là. Puis c'est aussi un gars qui va faire ce qu'il a à faire. Tu sais, a man's got to do what a man's got to do. Okay? Le personnage de High Noon. Puis ça, pour moi, en tant que gars, okay, ça résonne très fort pour moi, ça, cette qualité-là de la masculinité. Puis on a en vérité pas tant de modèles de ça, de cette qualité-là, de OK, bon, ben ça me tente pas, mais il faut que je le fasse parce que c'est la chose correcte à faire, ça fait que je vais le faire. C'est ça, le personnage de Western, puis il y a peu de gens qui l'incarnent aussi bien que Clint Eastwood, ben c'est ça qu'il nous montre. Il nous montre quelqu'un dans une situation inconfortable, pas possible, mais qui a, c'est ça, OK, j'ai un certain nombre de compétences, puis que je les ai ou que je les ai pas de toute façon, j'ai une tâche à accomplir, puis que ça me tente ou que ça me tente pas, m'a le faire, OK? Même s'il faut, comme il fait dans le film, il faut qu'il aille s'enfermer dans les toilettes, la gare de train à Moscou, la gare de métro, là. Il faut qu'il aille s'enfermer dans les toilettes parce qu'il est en train de faire une crise de panique, là, une crise de, tu sais, carrément, là, dans le cubicule des toilettes, là, ça fait que, bon... Puis justement, là, je finis sur le point de Mitchell Grant, je finis là-dessus. Mais il y a de ça dans la déconstruction du héros, puis c'est hyper fascinant, OK? Parce que, ben, des fois, Clint Eastwood, comme dans High Plains Drifter, déconstruit le héros en montrant vraiment son côté négatif. Alors, il demeure héroïque, mais c'est vraiment un ange exterminateur, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment un monstre, là. C'est totalement un monstre. Mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est la vulnérabilité derrière le stoïcisme. Puis je vais faire un rapprochement, tu sais, j'ai parlé de ma vidéo sur Star Trek, là, que j'ai mise en ligne hier. Ben, tu sais, Monsieur Spock, en quelque part, l'idée, c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion. Hein. Ça varie de film en film, puis d'épisode en épisode. C'est pas tout le temps... bon. Mais l'idée, c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion. C'est pas qu'il est physiquement incapable d'en avoir. C'est qu'il a appris à être maître de lui-même avec la logique, n'est-ce pas? Mais ça veut pas dire que ça lui coûte rien. Puis c'est ça, quand on parle là, les hommes n'expriment pas leurs émotions, ben il y a un moment, encore une fois, je veux dire, si vous avez écouté ma vidéo sur Star Trek, il y a un moment, c'est correct, là. Je veux dire, mais en même temps, il y a un moment où est-ce que c'est pas toujours approprié.
quand c'est le temps de piloter ton MiG-31, là, c'est ça, c'est pas le temps de t'épancher sur tes émotions. Puis ça veut pas dire que tu les ressens pas, ça veut dire que tu broyeras après. T'sais. Puis dans la déconstruction du personnage de Mitchell là-dedans, Mitchell Grant, le personnage du héros, mais je pense que c'est vraiment, vraiment riche et intéressant et fascinant, puis vraiment, vraiment cool, j'oserais dire, qu'ils nous disent, non, non, mais oui, vous avez votre héros, là, mais regardez qu'est-ce que ça lui coûte, là, puis il va la faire, votre job. Mais tu sais, c'est ça, le père de famille à table, là, qui dit, ça va bien aller les enfants, là, ça veut pas dire qu'il panique pas, là. Hein? Ça veut dire qu'il n'impose pas sa panique aux autres. C'est ça le truc. Fait que, tu sais, quand on dit des fois les hommes ça pleure pas, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit. Ça veut pas dire qu'ils le font jamais. Mais ça veut dire qu'il y a un moment où est-ce que c'est pas le temps. Tu sais, tu prends sur toi. Tu sais, parce que tu as une job à faire. Puis il y a quelque chose là. Tu sais, c'est pas. Non seulement c'est pas toujours toxique, mais il y a un moment où est-ce que c'est précisément la qualité qu'il faut exprimer. Puis c'est ça que la situation exige de nous. Tu sais, pour les filles, je ne sais pas, mais pour les gars, tu sais, moi je vois un modèle de. C'est comme ça qu'on est supposé faire. Tu sais, les filles le font aussi, mais il y a une certaine idée de la masculinité qui vraiment repose sur. Oui, je suis complètement déchiré en dedans, ok, mais j'ai une tâche à accomplir. Puis les gens, tu sais, ont besoin que j'accomplisse cette tâche-là, ainsi vais-je l'accomplir. C'est ça. Puis je vais aller paniquer dans le cubicule de toilette au besoin. Fait que vraiment, là, il y a quelque chose de vraiment d'assez profond finalement, puis c'est vraiment intéressant. Clint Eastwood comme acteur, rapidement, ben, il est brillant, brillant, brillant. Il fait un paquet de choix là-dedans, des petits choix, des fois, qui m'ont étonné, mais la manière qu'il va dire certaines répliques, mais ça marche très, très bien. C'est très, très cool. Puis, oui, il joue un peu toujours le même rôle, comme j'ai mentionné. Le héros laconique, c'est qui déconstruit le mythe du héros, mais des fois, il est obsédé sexuel, comme dans Tightrope. Ça, il faut vraiment que je le réécoute parce que c'est hyper bon. L'inspecteur Harry, bon, etc. Ces cow-boys innombrables. Bon, on peut croire quand même qu'il est toujours un peu, quand même, en train de jouer le même personnage, mais il y a vraiment énormément de profondeur puis de nuance. Dans Unforgiven, c'est profond, là. Ça carbure sur son image à lui, en partie. Ça fonctionne parce que c'est Clint Eastwood, puis Clint Eastwood, c'est les westerns de Leone, etc. Bon, mais, puis oui, ça dépend aussi. Il est mis dans les situations, fait qu'en quelque part, il n'y a pas besoin tant de réagir que ça. Parce que cette expression laconique face à cette situation, bon, ben, ça provoque l'effet émotif, mais en même temps, non, il y a vraiment quelque chose de spécial. Le fait est que, moi, des films de Clint Eastwood, je ne m'en lasse pas, là. Puis je suis pas tout seul, je pense, là. Je sais pas combien j'en ai vu, une trentaine, facile, si c'est pas plus, là. Puis il y a des films où ici, il est acteur et réalisateur, mais même quand il est juste acteur, là... Tu sais, je veux tout le temps voir un film de Clint Eastwood, moi. Okay? Même si je sais que dans la vraie vie, il est pas cool de même. Mais je m'en fous, là, tu sais, je veux dire. Puis même là, sachant, parce que ça me tente pas de rentrer dans les histoires, mais tu sais, j'ai lu des trucs avec son ex-femme, là. Bref, peu importe. Vous irez checker ça, vous êtes curieux, là. Mais, tu sais, ouais, il a fait des trucs vraiment pas cool comme gars. Puis au début, ouais, tu sais, ça m'a un petit peu, tu sais, j'avais un peu terni l'image que j'avais de lui. Puis ça continue, je veux dire, mais à certains points de vue, mais en même temps, il est tout le temps en train de présenter la part d'ombre de ses personnages, puis c'est tellement nuancé dans ses films. C'est un étrange gars, je pense qu'on peut dire ça. Puis certainement, comme acteur, tu sais, il y a pratiquement un parcours irréprochable, j'oserais dire. Ça fait que, puis il est vraiment très très bon là-dedans. Excellent, excellent, excellent. Là, je l'adore là-dedans. Ça fait que bon. Puis comme réalisateur, ben j'en ai parlé assez longuement tantôt. Fait que je ne vais pas me réétendre. Je vais juste mentionner un détail que j'ai oublié tantôt. Dans la séquence d'introduction, là, le fameux 10 minutes d'exposition, en vérité, là, après que l'hélicoptère atterrit, là, puis quand ils se mettent à expliquer la mission, ben, on a 10 minutes je pense que Spielberg appelait ça quelque chose comme le stick pointing scene ou quelque chose comme ça. Dans Aventurier de l'Arche perdue, il y en a une séquence comme ça, là, où est-ce que quelqu'un avec un
un bâton comme à l'école, là, tu sais, un long bâton, explique, oui, voici l'Arche d'Alliance, et tu sais, un 10 minutes d'exposition parce qu'il t'explique, bon, voici l'histoire, là, ce que tu as besoin de savoir. Puis là-dedans, il y a deux, en vérité, il y a deux assez longues scènes. Celle où est-ce qu'il explique la mission à Clint Eastwood, puis celle où est-ce qu'il explique là, les trucs du Firefox, l'avion, là, pourquoi est-ce que c'est si tant grave que ça. Puis dans les deux cas, tu sais, c'est assez long. Là. C'est au moins deux scènes dans au moins 5 6 minutes chaque. Fait qu'est-ce qu'il a fait, M. Eastwood? Puis c'est brillant, là. Brillant, brillant, brillant. Il s'est dit, OK, bon, mais j'ai deux scènes de 5 minutes que je suis obligé de mettre dans mon film au début. Puis si je les mets telles que telles, il n'y a rien à faire, même avec toute la maestria au monde. Je vais ennuyer mortellement le monde, OK? Fait que, tu sais, j'ai écouté, je pense que c'est The Big Short, il n'y a pas longtemps, où est-ce qu'il explique il explique là, le crash boursier de 2008, là, puis les spéculations sur les immobilières, puis les hypothèques, puis tout, la méga, méga fraude, etc., là, qui continue à ce jour d'ailleurs. Puis dans là-dedans, ben, il faut qu'il explique justement des affaires hyper compliquées, donc de l'exposition plate, là, puis ils n'ont pas le choix. C'est qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Margot Robbie, puis ils la mettent dans un bain moussant avec du champagne. Puis ils disent carrément, nous allons vous l'expliquer avec Margot Robbie dans un bain moussant, puis c'est elle qui te l'explique. C'est très cool, OK? Mais l'affaire, c'est que M. Eastwood, il n'avait pas accès à Margot Robbie dans un bain moussant pour nous expliquer le 10 minutes d'exposition. Fait qu'est-ce qu'il fait à la place? Il mélange les deux ensemble, puis il crée une séquence de montage parallèle. T'sais, le cinéma, la base du cinéma, là, Griffith, là, W. Griffith, peu importe, là, Eisenstein, là, bon. Fait qu'il prend les deux trucs, puis les deux scènes, OK, puis il les découpe en morceaux d'environ 30 à 60 secondes chaque, puis, OK, il passe de l'un à l'autre, puis ça crée une escalade, une tension, ça coupe le rythme, tu sais, ça rend le truc intéressant, puis ça marche hyper bien. Fait que c'est ultra astucieux. Là. Quand tu fais, tu sais, encore une fois, si tu es réalisateur, avant que le film soit tourné, tu te fais donner les feuilles, puis là, tu regardes ça, OK, asti, il parle pendant 5 minutes, la scène, je suis obligé de la mettre. Puis là, si tu regardes la scène d'après, Chris, c'est encore la même affaire cassée que je vais faire. Fait qu'il faut qu'il trouve une solution. Ah, les plans de caméra, ça bouge de même, mais même là, bon. Fait que lui, la solution qu'il a trouvée, c'est OK, on va faire le montage parallèle. Puis c'était peut-être dans le scénario, peut-être que c'était comme ça aussi, mais le fait est que c'est hyper efficace, tu sais. Puis moi, je mets plutôt ça sur le dos de l'histoire des réalisateurs, puis c'est très réussi. Fait qu'encore une fois, là, il l'a en crise, là. Bon. La musique, super cool. Elle me fait toujours penser à la musique de Dreamscape, le film avec Dennis Quaid. C'est un peu ce genre de musique synthé, un peu minimaliste, mais avec des thèmes très accrocheurs, là, très, très, très cool. Fait que, tu sais, elle n'est pas tout le temps là, mais quand elle est là, on l'apprécie. Vraiment très, très bonne la musique. L'autre point, là, c'est le 6e, je crois, de 7 de ma longue liste de pourquoi c'est aussi bon que ça. Firefox, car ça l'est. L'humanité des personnages, ben, je vais aller lire rapidement, mais j'ai mentionné, ben, c'est ça, particulièrement les dissidents puis les généraux soviétiques. Là, eux, ils sont particulièrement cool. Là. C'est sûr qu'il y a, je pense, je me demande, je sais pas si c'est supposé être Andropov. On voit le patron essentiellement. Je sais pas, je me rappelle pas si c'est le boss de l'URSS, le secrétaire général. Je pense que c'est carrément lui. Mais si c'est pas lui, c'est genre le patron du KGB ou une affaire comme ça. Puis ils ont engagé un acteur qui ressemblait à la personne qui occupait le rôle au début du tournage, essentiellement. Fait que puis lui, il joue plus gros, tu sais, je vais tous vous envoyer au goulag. Quoique, c'est quand même assez intéressant pareil. Mais les autres autour, mettons, quand il dit ça, les autres généraux, ben, comme j'ai dit, ils sont, euh, ils sont vraiment intelligents. Puis ça, en partant, ça aide, OK? Puis ils sont tout le temps en train de réfléchir, puis il faut qu'ils réfléchissent, OK, je peux pas dire n'importe quoi parce que le patron va m'envoyer au goulag. Clint Eastwood vient de voler l'avion, puis là, le patron est là. Fait que c'est l'alarme qui va faire triompher l'URSS pendant la guerre froide, puis là, ils viennent de se faire voler. Fait que ça paraît pas très bien devant le patron, hein, qui s'est déplacé exprès. Fait que là, il est mal pris, ben, il faut qu'il réfléchisse, puis lui, il dit, OK, bon, moi, je pense que Eastwood va vers le nord, je suis pas mal certain, mais le patron insiste pour qu'on envoie les avions de chasse qui le poursuivent vers le sud, fait que là, il faut que je contredise le boss, puis
Puis il se passe vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'affaires là, dans le visage, l'expression là, de un général. Lui, j'ai pas noté son nom, l'acteur qui le jouait, mais il est vraiment très, très bon. Et c'est ça, les principaux soviétiques, là, ils sont vraiment très, très, très forts. Là. Puis justement, ils ont une profonde humanité. Puis c'est ça l'affaire. C'est qu'il n'y a personne là-dedans qui est genre méchant, gnac, gnac, gnac. Là. Ok, c'est pas ça. Là. C'est pas les méchants soviétiques des films américains des années 50. Là. C'est pas du tout ça. C'est vraiment des êtres humains finalement plutôt cool, honnêtement. Là. Puis encore une fois, je l'ai dit, bon, ouais, OK, à un moment donné, il en torture un puis il le bute, là. Mais même là, c'est un accident, tu sais. Puis bon, mais c'est ça. Non, non, c'est du monde compétent et intelligent qui a un boulot à faire dans une situation pas facile. Tu sais, à beaucoup de points de vue, ils sont plus nuancés que les Américains dans le film, en vérité. Puis je mentionne ici, dernier point sur le côté humanité des personnages, que Clint Eastwood il a aussi réalisé deux films sur le débarquement, la prise de l'île Okinawa, je pense. C'est quoi, Flags of the Father, il y en a deux là, comme ça. Puis il a fait deux fois, il raconte l'histoire de la capture de cette île pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis une fois du point de vue américain, puis une fois du point de vue japonais. Puis j'ai écouté les deux, puis ça fait longtemps, mais puis le point de vue américain, j'ai trouvé ça un peu ordinaire. Ouais, pas terrible, c'est correct, mais ouais. Mais la version japonaise, donc le point de vue des ennemis, là, c'est hallucinant, là. C'est absolument hallucinant. Ça, c'est transcendant. Là. Puis ça, encore une fois, on est bien après 1989. Ça fait qu'il a continué d'en pondre là, des hyper bons films. Là. Puis c'est ça parce que, donc, on pourrait croire qu'un réalisateur hyper réac dans la vraie vie mettrait des caricatures. Complètement le contraire. Là. Dans le film avec les Japonais, ben c'est ça, ces gars-là qui savent qu'ils sont condamnés en vérité, là, puis qui ont. Bon, il faut absolument voir ça. Si vous ne l'avez pas vu, là, c'est hallucinant. Là, c'est hallucinant. Bon. Mais ben, c'est ça, il y a de ça là-dedans, dans la mesure où, ouais, c'est l'ennemi de l'État, là, c'est l'ennemi des États-Unis, mais les personnages sont vraiment présentés comme des vrais êtres humains, avec vraiment énormément de nuances, puis de profondeur, puis de contradictions internes, si vous voulez, puis tout ça. Fait que, franchement, là, Eastwood, là-dedans, là, c'est ça, cette humanité-là des personnages est vraiment hyper réussie. Puis même, là, c'est ça, un des dissidents qu'on voit, les dissidents sont super intéressants. Puis c'est ça, il y en a un qui, au début, a vraiment l'air là, d'un meurtrier de sang-froid horrible, ben, parce il assassine horriblement un gars de sang-froid. Fait que oui, ça donne un peu cette impression-là, mais on le voit évoluer, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment hyper cool. Puis dernier truc pour le film, pour aujourd'hui, ben la distribution, mais c'est ça, ces personnages-là, je le mentionne rapidement parce qu'il y a tellement d'acteurs cool, tu sais, qu'on reconnaît d'un paquet de films de science-fiction, là, c'est ça l'affaire aussi. Ben c'est ça, tu sais, Clint Eastwood, il est réputé en particulier parce qu'il tourne, tu sais, d'habitude, c'est un plan, une prise. Tu sais, Kubrick, il tournait quand tu tournais un plan, ça pouvait prendre 200 prises, là, il faisait broyer les acteurs tellement il y avait de prises. Là. Ben, tu sais, Clint Eastwood, c'est complètement le contraire. Là. OK, c'est comme, OK, scène 8, prise 1, scène 1, bon, scène 1, prise 1, action. Passe-moi le sucre, Hortense. OK, coupé, c'était excellent. OK. Puis scène 2, prise 1. OK. C'est comme ça. Bon, puis néanmoins, il fait ça, mais ses acteurs livrent, règle générale, des prestations là, vraiment, vraiment, vraiment excellentes. Puis, en parlant parce qu'il sait bien les choisir aussi, il sait mettre les acteurs en confiance. Fait que c'est ça, puis c'est précisément une grosse partie de l'humanité des personnages ben, vient de l'extraordinaire prestation de ces acteurs au-delà de talentueux. Donc, qui est-ce qu'on reconnaît? Là, j'en ai nommé 5, là, je vais très, très vite. Bon, on a Freddie Jones, acteur britannique hyper connu, assez culte, là, qu'on a vu dans un paquet de trucs. Il jouait Tufir Hawat dans le Dune de 1984, il joue dans L'Homme-éléphant, il joue dans Krull. Moi, j'aime ça, Krull. Je trouve ça super bon. Bon, ben, tu sais, il joue dans Frankenstein Must Be Destroyed, là, bon, etc. Fait que Freddie Jones, vous l'avez vu dans un paquet de films. C'est le patron de la mission, ultimement, en vérité. Il est très cool là-dedans. On a, alors, Kenneth Colley, le principal soviétique, là, le général en chef, là, le méchant numéro 1. J'ai passé tout le film à me dire deux choses. Un, il est donc bien bon.
Puis deux, où c'est que je l'ai vu? Ben, je l'ai vu dans l'Empire contre-attaque, voyez-vous, parce que c'est l'amiral Piet. Celui qui survit dans le Retour du Jedi, là, tu sais. Il commence capitaine Piet, puis, tu sais, l'amiral Nido, je sais pas trop quoi, se fait étrangler à distance par Dark Vador, puis à la fin de l'appel conférence avec M. Vador, il est rendu amiral Piet, là, cet amiral Piet, là. Ben, c'est ça, c'est cet acteur-là, c'est Kenneth Colley. Puis en passant, avant que j'oublie, là, apparemment, il a joué Hitler dans un autre film. Ça, j'ai pas regardé c'était quoi, mais il joue Jésus. Il joue Kenneth Colley, l'amiral Piet, le méchant là-dedans. Il joue Jésus dans Life of Brian de Monty Python. Au début, là, tu sais, quand on voit la famille de Brian puis sa mère, là, puis ils vont assister au sermon sur la montagne de Jésus, mais ils sont tellement loin qu'ils n'entendent pas qu'est-ce qu'il dit, là. Tu sais, parle plus fort Jésus. Ben, Jésus, c'est l'amiral Piet, tu sais. C'est lui, là. Ça fait que c'est cool. Hein? Chris, bon. Fait qu'il est excellent. Il est vraiment excellent, là. Je veux dire, ça donne vraiment le goût de voir d'autres films avec lui. Le gars qui joue le principal, le dissident numéro 1, le gars qui accompagne vraiment Clint Eastwood tout le long, lui aussi, quand j'ai revu le film, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, c'est lui qui joue là-dedans. Sa face, je reconnaissais sa face, mais je me rappelais pas c'était qui, puis parce qu'il est excellent. Il est vraiment hyper charismatique, super bon. Ben, il y a une moustache là-dedans, mais je t'allais regarder, puis c'est Warren Clark, c'est Dim dans Orange Mécanique. Fait que c'est ça, c'est un des quatre drogues, là, celui qui devient un des deux qui devient un flic plus tard. Là. Fait que Dim de Orange Mécanique fait un des rôles là-dedans, puis il est hallucinamment bon, il est vraiment hyper cool. Les deux derniers, vite fait, Ronald Lacey, celui qui faisait Toth dans l'Allemand maléfique, dans Aventurier de l'Arche perdue, justement, celui qui se fait brûler, là, le cercle, le sigil, là, le magique, là, le nazi principal. Dans Aventurier de l'Arche perdue, ben, il joue là-dedans, il fait un des dissidents, il joue dans Red Sonja aussi, apparemment. Il est plutôt très cool, c'est ça, j'étais très content de le revoir. Et finalement, John Ratzenberger, lui aussi, il a joué dans l'Empire contre-attaque, il fait un des rebelles sur Hot, là, au début. Puis, ben, il est surtout connu parce qu'il fait Cliff Clavin dans Cheers, mais si vous avez écouté d'autres vidéos de la chaîne, vous avez peut-être déjà entendu le mentionner, parce qu'en vérité, son nom revient très souvent au générique, là, dans la distribution des films de science-fiction de cette époque-là, horreur aussi, toutes sortes de films. Mais le seul qui me revient en tête, vraiment, c'est Battle Truck, là, que j'ai pas encore vu au complet. Il y a un assez gros rôle là-dedans. Il joue dans beaucoup de films de cette époque-là. Puis souvent, on le voit... il y a une moustache, là. Vous cherchez le gars qu'on voit pas super bien, mais qui a comme 5-10 répliques faciles, puis qui a une moustache, puis c'est lui. Très souvent, c'est lui. Puis il devait être... c'est le genre d'acteur, c'est là que tu apprécies l'importance des acteurs de soutien, de troisième rôle, en vérité. Il y a des acteurs comme ça qui reviennent très souvent dans un paquet de films. Le gars qui pilote le sous-marin dans L'espion qui m'aimait, là, le James Bond, là, ça, c'est un gars qu'on a vu, je pense, dans Rencontre du troisième type. Je suis pas sûr, là, mais tu sais, il y a des gars qui jouent dans 300 films, là, puis qui jouent toujours le capitaine ou le barman. Dans les films de la Hammer, encore une fois, souvent, le gars qui joue le barman, il est dans 80 autres films. Mais parce que ce sont excellents acteurs, mais pour ce genre de rôle-là, finalement. Puis ça rajoute vraiment de la profondeur. Puis, ben ça, sur Ratzenberger, à cette époque-là... c'est ça, j'avais sous-estimé à quel point on le voyait souvent. Il est là-dedans, puis c'est cool. Avant d'oublier, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est hyper apprécié. Il y a un formulaire de don dans la description. Merci, que la force soit avec vous. Et, merci vraiment beaucoup. Et ben c'est ça, les critiques ont haï le film quand il est sorti. J'ai vu ça tantôt. Et je me suis dit, ah oui, les critiques. Là, je lui disais, l'avion est pas cool, l'avion est laid. Ben, ouais, les effets spéciaux sont peut-être un petit peu moins hot là, que dans l'Empire contre-attaque, là, mettons, là, mais c'est ça, il est cool, l'avion. Le MiG-31, moi, je le trouve cool, puis je l'ai pas dit en passant, mais il y a des séquences d'avion, là, ça fait trahir des étoiles. Là. Quand il attaque l'étoile noire, là, dans l'épisode 4, là, une passe là, vers la fin, là, ça fait vraiment penser à ça. Très cool. Mais ouais, c'est ça, les critiques ont haï ça, ils trouvent que c'est ça, puis je me suis dit, oui, quels sont les autres films, déjà, que les critiques, à l'époque, quand le film est sorti, n'ont pas aimé? Ben, Blade Runner, ils ont trouvé que c'était pourri.
The Thing, ils ont trouvé que c'était pourri, ils ont détruit la carrière de Carpenter, essentiellement. 2001 Odyssée de l'espace, quand c'est sorti, les critiques ont dit que c'était pourri. Fait que, ouais, ok. Puis c'est quoi les films qu'ils ont aimé? Ben, celui qui m'est venu en tête, c'est Driving Miss Daisy. Ça, ils ont aimé ça. Ah, ouais. Ouais, fait que Blade Runner, pourri. 2001, pourri. The Thing, pourri. Firefox, pourri. Driving Miss Daisy. Ça aussi, je l'ai vu au cinéma. Morgan Freeman, il est bon. Mais bon, je l'aime mieux Firefox. Le MiG-31, j'ai deux, trois éléments de trivia vite fait. Le MiG-31, il a vraiment existé, mais après. Il était rendu, je pense, au MiG-26, 25. Là, quelques années plus tard, il y a effectivement eu un MiG-31, mais il n'y avait pas de système contrôlé par la pensée. Puis on remarquera qu'on est... genre 40 ans après ce film-là, puis même les fameuses, les soi-disant voitures intelligentes de M. Tesla, là, M. Musk, ça marche pas mieux. Hein? Même 40 ans plus tard, ça fait qu'ils n'en ont jamais eu de système contrôlé par la télépathie. Mais qu'est-ce que c'est donc un renard de feu, un Firefox? Ben, j'ai regardé déjà, parce que j'ai voulu savoir, pourquoi est-ce que les Russes appelleraient ça comme ça? Ben, les Russes appellent ça comme ça dans le film parce que c'est basé sur un roman, puis c'est un roman américain, puis l'auteur a dit, il y a une suite d'ailleurs, mais peu importe. Puis l'auteur a dit, ben Firefox, ça sonne cool, ça fait vaguement russe, parce que, bon, Fire, c'est un peu rouge. Il a dû se dire quelque chose comme ça. C'est un super bon nom, le Firefox. Mais ben, c'est ça, qu'est-ce que c'est un Firefox? J'étais curieux de savoir en russe qu'est-ce que c'était. Ben, dans la vraie vie, un Firefox, déjà en partant, c'est un panda rouge, hein, en fait. Un de mes totems, d'ailleurs. Un totem qui symbolise le jeu, l'importance du repos, puis la patience, tous ces genres de trucs-là aussi. Puis le logo de Firefox, le navigateur, là, c'est un panda rouge, en fait. C'est pas un renard, c'est un panda rouge, parce qu'apparemment, au début du projet Mozilla, il y avait une caméra, une proto-webcam qui filmait deux pandas rouges. Apparemment, j'ai appris ça hier. Mais c'est ça. Puis il y a un renard de feu, ça existe, un Firefox, mais... ça n'a pas l'air de ça du tout, là, c'est pas important. Quand vous voyez Firefox, en général, c'est panda rouge qu'on veut dire par là. Mais j'ai regardé, du coup, dans Google Translate, OK, comment est-ce qu'eux appelleraient ça, un Firefox? OK, concrètement, parce qu'ils sont tout le temps en train de parler, oui, nous avons le Firefox, c'est nos généraux soviétiques. Ben, j'ai regardé ça, puis quand j'ai rentré Firefox dans Google Translate, je commence à savoir reconnaître les caractères cyrilliques. Hein. Ça fait qu'au début, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Puis je cherchais, puis finalement, Firefox. Ah, parce que ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de traduction mot pour mot. Le Firefox en russe, c'est Firefox, un mot américain. Ça veut donc dire que je doute très fort que l'Armée rouge aurait choisi ça comme nom d'avion, parce que compte tenu que c'est supposé être la gloire de l'URSS et de l'Armée rouge, je pense pas qu'il aurait pris un nom américain pour ça en 1982. Mais j'ai quand même regardé. Alors, si vous êtes curieux, puis là, je finis là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Bon, Firefox, donc renard de feu en russe. C'est Ognenaya Lisa. Hein, ne me remerciez pas. Et qu'est-ce que c'est panda rouge en russe? Eh bien, apparemment, c'est Krasnaya Panda. Krasnaya Panda, mesdames et messieurs. Ça fait que toutes les fois que vous voyez l'amiral Piette ou l'autre gars parler de l'avion, eh bien, imaginez-vous qu'ils disent Krasnaya Panda à la place de Firefox. Est-ce que ça va améliorer l'expérience du film? Ben, vous me le direz, mais ce qui est certain, c'est que c'est dur à améliorer en vérité parce que c'est excellent du début à la fin. J'ai adoré ça. J'ai en vérité hâte de le réécouter Firefox parce que c'est hallucinamment bon à tous les points de vue possibles. Et pourquoi? Écoutez, là, on a un acteur absolument fétiche, au sommet de sa gloire, et qui est en même temps un réalisateur du plus haut niveau, qui est au sommet de sa puissance et de son talent. Il est vraiment dans son âge d'or, qui fait un excellent film d'espionnage avec une excellente tension, un suspense digne de Hitchcock. Ok, c'est super beau, c'est super cool, il y a de l'action, il y a du suspense, les acteurs sont bons, la musique est bonne, l'histoire est vraiment hyper cool et intéressante, tout est bon. Ça fait que pourquoi c'est bon? C'est pour ça.